Nous avons l'honneur de recevoir parmi nous aujourd'hui Monsieur le député du Parlement fédéral, M. Richard Nadeau, qui était en mission en Palestine. Il est ici pour nous faire une présentation, comme une sorte de rapport sur sa visite en Palestine. Donc, je vous prie d'accueillir avec moi M. Nadeau. Merci. Alors, bonsoir. Alors, je fais 1, 2, et si je fais 1. Ah bon, j'avais dit ça. Vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Pour la caméra, c'est bon? Oui. D'accord. Alors, merci beaucoup pour la présentation. Bonsoir tout le monde. Alors, tel que souligné, je suis député fédéral pour la circonscription de Gatineau. Je suis membre du Bloc québécois. Et parmi les tâches que j'ai, je suis depuis peu le co-président de l'Association parlementaire Canada-Palestine. Alors, depuis que mon collègue Réal Ménard, qui était député de Hochelaga-Maisonneuve, a quitté la politique fédérale pour tenter sa chance dans la politique municipale à Montréal, j'ai été élu pour co-présider le comité en question. Une fois que j'ai dit ça, rapidement, sachons que le comité Canada-Palestine n'a pas 3 ans. Okay? C'est un comité relativement nouveau sur la colline parlementaire. Il y a des comités parlementaires Canada, autres pays, depuis des années. Et dans un esprit, d'abord, de faire en sorte que les Palestiniens puissent avoir quand même une voix à l'intérieur de la machine fédérale dans un comité qui n'est pas partisan, qui est un comité théoriquement pas partisan, c'est tous des politiciens. Fait en quelque part, c'est difficile de dire que c'est pas partisan du tout. Nous sommes une quinzaine, près d'une vingtaine de députés fédéraux qui en formons le comité comme tel. Au mois de mars dernier, nous avons reçu un groupe, un ONG, un organisme gouvernemental, qui s'appelle Code Pink, qui a été créé au lendemain du fameux 11 septembre, où une Israélienne et une Américaine, en ayant le rôle pompon de tout ce qu'on voyait à la CNN, du fameux code de dangerosité orange, le code, vous vous souvenez, là, qui ont décidé, elles, de rajouter un autre code. Il serait rose, et qui veut dire qu'est-ce qu'on peut faire pour se rapprocher de ces gens-là. Et, entre autres, de fil en aiguille, avec les années, Code Pink fait des arrangements pour que des parlementaires ou des non-parlementaires puissent aller en Palestine, que ce soit en Cisjordanie, à Gaza, c'est la Palestine, pour voir de visu qu'est-ce qui s'y passe. Lorsque nous avons rencontré les gens au mois de mars, ils revenaient de Gaza. Et vous savez que depuis la guerre de décembre-janvier dernier, c'est extrêmement difficile de se rendre à Gaza. Le gouvernement canadien, depuis l'élection du Hamas, depuis la sermentation du Hamas, a coupé tout lien avec le secteur Gaza de la Palestine et ne nous encourageait en rien à aller en Palestine. Aller à Gaza. Cisjordanie, oui, Gaza, non. Et de fil en aiguille, un certain nombre de parlementaires, finalement, on est 3 qui y sommes allés. Il y a Libby Davis, NPD, Vancouver, et Boris Chwanzinski de Toronto, Etobicoke Center, libéral, et moi-même sommes allés en Palestine. Pour ce qui est de Gaza, c'est Libby et moi-même. Boris n'a pas pu venir à Gaza, pour des raisons qui touchent son parti politique. Ceci dit, notre mission avait d'abord et avant tout comme but d'aller voir sur place qu'est-ce qui se passe à Gaza, de visu, voir la condition de vie des Palestiniens à Gaza. On voulait y aller 4 à 5 jours à Gaza. En bout de piste, nous sommes allés 24 heures. Il a fallu faire des démarches et du 7 jours, il y a du transport, etc. Bon, une journée en Jordanie, 2 jours en Cisjordanie, une journée de transport, Jérusalem, Amman, Caire, traverser le Sinaï pour rentrer par Rafah, Égypte, à Gaza. 24 heures à Gaza, même chemin du retour, et voilà pour la mission
en termes de transport. Donc, réellement, on a pu voir des choses là-bas sur une courte période de temps, mais croyez-moi, le temps était bien rempli. Ceci dit, à la lumière de ce que les gens, les Palestiniens nous ont dit, autant en Cisjordanie qu'à Gaza, ils nous ont demandé de rapporter ce qu'on a vu. Et comme disait Mustapha Barouti, d'un des partis qui est représenté au Parlement palestinien, la vérité, c'est notre arme la plus forte. Utilisez-la. Dites ce que vous avez vu. Rapportez aux gens, à vos parlementaires, aux citoyens du Québec, du Canada, ce que vous avez vu, afin qu'on sache davantage qu'est-ce qu'on vit à tous les jours. Et c'est dans cet esprit-là que je vous fais la présentation ce soir. La présentation, elle a été bâtie de façon à ce que, si je parle à des néophytes, à des gens qui ne connaissent pas trop la situation ou peu, en tant qu'enseignant pédagogue, n'est-ce pas, prof d'histoire, j'ai tenté quand même de mettre dans les premières diapos du PowerPoint des éléments d'information auxquels je vais passer relativement rapidement. Vous connaissez l'histoire, autant sinon plus que moi, en termes de réalité là-bas. Et après ça, j'ai des photos. Et je vais m'attarder un peu plus aux photos, ce que j'ai pu prendre comme photo en terre palestinienne. Donc, c'est la page d'ouverture, tout simplement. Vous reconnaissez, on aurait pu prendre aussi la Palestine de 1920 avant le traité de Balfour, en fait, la déclaration de Balfour. Et aujourd'hui, et encore plus petit en 2009, avec les colonies qui continuent à effriter la Palestine comme telle. On peut tourner. Des dates historiques, lorsque je parle à des élèves au secondaire, déclaration de Balfour, 1922, le protectorat, révolte palestinienne, parce qu'on sait qu'en 22 et la fin des années 30, à chaque année, de plus en plus de pratiquants juifs venaient s'établir en Palestine sous la protection britannique, ce qui créait un déséquilibre déjà. Et il va y avoir une première révolte. 39 à 48, le terrorisme israélien va naître, qu'on pense au Stern, au Irgun et aux autres organismes, qu'on pense à Shamir, qu'on parle à Menahem Begin, ces individus qui plus tard vont devenir des chefs, en fait des premiers ministres, mais qui, après ma barre, faisaient de la pression autant sur le protectorat britannique pour que les Britanniques partent, autant contre les Palestiniens pour que les Palestiniens partent également, pour que le territoire devienne entièrement le leur, dans le meilleur de leur façon de stratégiquement évoluer avec leur terrorisme. 47-49, la catastrophe, la Nakba, et versus la libération pour les pratiquants juifs, pour leur pays. On sait que le 15 mai 1948, l'État d'Israël va s'autoproclamer et va commencer à exister comme tel et va être reconnu aux Nations Unies. La Nakba, vous savez c'est quoi? C'est 418 villages détruits, des villages palestiniens évidemment. C'est 700 000 Palestiniens qui deviennent des réfugiés, tantôt à l'intérieur de ce qu'était la Palestine, et aussi au Liban. On sait quand même qu'ils sont allés en Jordanie, la Syrie, etc., qui vont aller ailleurs, vont être dépossédés en même temps de leur terre parce que le droit au retour n'est pas reconnu encore par Israël, qui va devenir un État en 1948. Alors, je vais rapidement. En 1964, l'Organisation de libération de la Palestine, c'est important de le dire aux gens d'ici, parce que vous savez comment fort est le lobby israélien par rapport au lobby palestinien. C'est un déséquilibre total. Et les médias vont plus sur un bord que sur l'autre. Et il y a des gens qui pensaient que l'OLP est né en même temps que la crise du début des années 20. Alors que l'OLP, c'est une réaction politique et militaire, si on veut, et qui va être considérée comme terroriste par l'autre camp à partir de 1964. Et ça va émaner du fait des camps de réfugiés, etc., des mauvaises conditions.